thermalisme est l'ensemble des activités liées à l'exploitation et à l'utilisation des eaux thermales à des fins récréatives ou de santé. Cela se rapporte aussi bien à l'histoire, l'économie, les acteurs, le patrimoine qu'à l'ensemble des moyens médicaux, sanitaires, sociaux, administratifs, mis en œuvre dans les stations thermales lors des cures thermales. Au sens large, le thermalisme est un phénomène historique, socioculturel et médical, alors que le thermalisme contemporain concerne essentiellement l'utilisation thérapeutique des eaux thermales, crénothérapie. L'histoire du thermalisme est complexe et discontinue, le thermalisme historique étant différent du thermalisme moderne très médicalisé. Origine grecque. Les premiers usages des eaux thermales semblent remonter aux Grecs, mais l'existence d'un véritable thermalisme est discutée. L'usage du bain est habituel dès l'époque homérique. Le héros prend un bain purificateur et délassant après un combat. La baignoire est un meuble des élites. Les athlètes pratiquent des bains individuels ou collectifs. L'usage des eaux thermales est évoqué dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, par le poète grec Ibikos. La médecine hippocratique utilise les vertus curatives des bains chauds ou froids. D'autre part, la plupart des sanctuaires grecs, y compris ceux de dieux non guérisseurs, se situent près de sources, notamment d'eau chaude. A fortiori, on connaît plus de 200 sanctuaires à culte guérisseur disposant de telles sources, où des pèlerins viennent pratiquer des ablutions rituelles. Toutefois, la puissance de guérison est liée aux forces telluriques souterraines et à la présence de la divinité, et non pas aux eaux elles-mêmes, ou à la présence de médecins les utilisant. Selon Étienne Samama, on peut avancer que le thermalisme grec n'existe pas avant l'époque romaine, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les textes et les données archéologiques concordent pour ne déceler des installations balnéaires importantes et leur utilisation curative qu'après la conquête romaine. Le thermalisme proprement dit, destiné à des patients ou des curistes, émergerait indirectement d'une tradition religieuse grecque et non sportive liée au gymnase, fusionnant avec une tradition sociétale ou récréative des thermes romains. Thermes romains. Les Romains perfectionnèrent la pratique des thermes par la construction d'aqueducs, dont certains donnaient accès à l'eau potable, tandis que d'autres alimentaient les thermes. La pratique des thermes romains est assez codifiée, on se déshabille pour prendre l'air chaud et les vapeurs, on prend ensuite un bain chaud, puis un bain froid revigorant. La fin du bain consiste en général en une séance d'épilation et de massage. En Gaule, les Romains fondèrent des thermes à vocation médicale, comme Aquae Tarbellicae, Dax, ou Aquae ou Aix la Romaine, Aix-les-Bains. Sur la carte de Petahinger, dite table de Petahinger, copie médiévale d'une carte de l'Antiquité romaine, figurent plusieurs stations thermales, signalées par une vignette spécifique. On y trouve Équise Calidi, Vichy, Aquae Bormoni, Bourbon-l'Archambault, Équise Nuit-Saint-Sige, Bourbon-Lancy, Équise Sexty, Aix-en-Provence, Équise Néry, Néry-les-Bains. Thermalisme médiéval et au début de la Renaissance. Le bassin des Ladres, lépreux, à Aix-les-Thermes, date du Moyen Âge. Sa source soigne les affections dermatologiques et rhumatologiques. Les infrastructures thermales médiévales sont peu connues, mais il apparaît que les bains sont utilisés dès le début du Moyen Âge, à partir d'anciens termes romains. Les bains prennent de l'importance durant le XIIIe siècle, lorsque les papes les pratiquent eux-mêmes, recreatio corporis. Les premières normes thermales sont édictées par les principales cités-États de Toscane, du Latium et d'Émilie-Romagne. Elles visent à s'assurer la possession et le contrôle public des eaux principalement chaudes et minérales, qui sont vues non pas comme des eaux miraculeuses, mais plutôt comme des curiosités et merveilles de la nature. Les premières cités à définir des espaces thermaux sont Sienne, Bologne, Volterra, Lucques, Florence, Pise. Les autorités municipales réalisent ainsi des bassins entourés de murs et sans toiture, accompagnés de bâtiments. Certains bassins sont dédiés aux saignées, faites par des sangsues, d'autres réservés aux femmes ou aux lépreux. On plaçait alors les lépreux dans des bains, puis on les envoyait se sécher au soleil pour améliorer leur guérison. Les blessés de guerre se retrouvaient au terme pour se rétablir. Outre les soins pour les maux les plus divers, des sites sont associés à des lieux saints, d'autres à des lieux de licence sexuelle et de prostitution. L'hébergement au bain est attesté dès le XIIIe siècle, notamment près de Sienne, d'abord par des campements, puis par des immeubles de rapport, et enfin par des auberges. Les premiers ouvrages médicaux sur les eaux minérales et thérapeutiques apparaissent en Italie, à la fin du XIVe siècle, en Allemagne au XVe siècle, puis en France, Suisse, Angleterre au XVIe siècle, et enfin dans toute l'Europe. Les médecins italiens les plus importants en ce domaine sont Gentail da Foligno, Ugolino da Montecatini,
Michel Savonarole et Andrea Becci. Ces textes présentent les composantes minérales des sources chaudes et leur utilisation en fonction des maladies et du type de malade, selon les principes du galénisme. Cette première médicalisation thermale tend à imposer des règles pratiques d'utilisation, qui ne sont pas réellement contrôlées par des médecins sur place, mais plutôt plus ou moins appliquées, par autocontrainte, par des curistes cultivés. La première règle est la saison thermale. La balnéothérapie nécessite un séjour de plusieurs semaines lors de mois favorables, variables selon les lieux, le plus souvent mois chauds et tempérés. Avant le XVe siècle, la plupart des sites italiens et allemands sont des bassins ou piscines découvertes. La durée et les modalités de séjour dépendent des maladies à traiter. Les autres règles concernent les techniques corporelles qui se diversifient à partir des bains initiaux, les douches, les boissons et les régimes spécifiques de vie. Ces nouvelles pratiques apparaissent d'abord sur les sites toscans à partir de la Renaissance italienne. Les plus anciennes sources buvables sont utilisées dès la fin du XIVe siècle, Bagno di Montecatini, della Porretta, di Bormio. Une des plus célèbres étant Bagno della Villa, près de Lucques, destination de Michel de Montaigne, lors de son voyage en Italie. Ces cures réglées s'opposent au comportement jugé trop libre, bonne chère, alcool et sexe, mais proposent aussi la nécessité de divertissement pour garder l'âme joyeuse dans une société apaisante. Les grands personnages en cure ne sont pas seulement accompagnés de leurs médecins, mais aussi de courtisans, d'artistes, peintres, musiciens, poètes et de bouffons. Les cours d'Europe ont leurs espions dans tous les lieux de cure pour savoir qui s'y trouve. Les sites thermaux sont tout à la fois un moyen de rencontre, de prétexte d'éloignement sans rupture, de retraite temporaire ou de prise de recul. Durant le XVIe siècle, les voyages et séjours au bain sont aussi un moyen de manœuvre sociale, politique ou diplomatique. En dehors de l'Italie, les sites les plus renommés de cette période sont Baden et Pfaffer en Suisse, Cauterets et Bagnères en France, Plombières en Lorraine, Spa en Belgique. De façon générale, ces stations se caractérisent par un manque de confort du séjour, même pour les plus réputés, Montaigne s'en plaint. En France, les premières descriptions de sources thermales sont celles du géographe Nicolas de Nicolai, qui décrit celle de Vichy en 1569, et de Nicolas d'Orthoman, médecin de Montpellier, qui décrit celle de Balaruc, en 1579. Cet intérêt grandit avec l'intérêt du roi lui-même pour les eaux. En 1580, Henri III charge son contrôleur des bâtiments de remettre en état les bains de Bourbon-Lancy, et son médecin d'y préparer le séjour de la reine Louise de Lorraine, qui ne donnait point d'enfants. Les médecins de Henri IV sont des disciples de Paracels, Jean de la Rivière, premier médecin, Joseph du Chesne et Théodore de Mayerne, médecins ordinaires. Tous trois sont intéressés par l'hiatrochimie des eaux minérales et l'observation de la nature, et aussi à l'élargissement de leurs fonctions. Administration thermale. Sur les conseils intéressés de la Rivière, Henri IV crée la charte des eaux minérales, base juridique d'une réglementation et d'une administration thermale en nommant à sa tête un surintendant général des eaux minérales de France, Jean de la Rivière lui-même, édit de mai 1605. Cette administration est d'abord constituée d'intendants gérant les eaux à l'échelle d'une province ou d'une région. Puis l'habitude se prend de nommer un intendant pour chaque station thermale importante, et durant le XVIIIe siècle, pour les stations de taille moyenne. Ces intendants sont des médecins qui précisent le déroulement et les modalités des cures, en veillant à la qualité des eaux et la propreté des bains. L'intendant dirige d'autres médecins, des baigneurs, personnel affecté aux bains, et des fontainiers, personnel affecté aux eaux buvables. L'intendant doit présenter un rapport annuel de gestion au surintendant général. Durant le XVIIe siècle, peu de stations connaissent une réelle fréquentation, Bourbon-l'Archambault, Vichy, Forges, Barèges. L'armée a fortement contribué au développement de certaines stations comme Bourbonne-les-Bains, Haute-Marne, dès Louis XV et alors que cette toute petite ville avait un passé thermal à l'époque romaine. Ainsi, un hôpital militaire a soigné les soldats blessés dans cette ville viticole, 350 hectares, qui a trouvé là un excellent débouché pour ses vins. Entre-temps, en 1685, un édit royal restreint la liberté de puiser gratuitement l'eau, de la transporter et de la commercialiser, afin de préserver leur qualité des fraudes et contrefaçons. Tout au long du XVIIIe siècle, l'usage des eaux minérales devient de plus en plus réglementé. Déclaration du 25 avril 1772, arrêt du Conseil du 12 mai 1775, déclaration du 26 mai 1780, inscrivant les eaux minérales dans une logique pharmaceutique et médicale. Les grandes villes se dotent d'un bureau des eaux minérales, chargé de contrôler les brevets, la qualité et le commerce des eaux,
Paris en 1716, Marseille 1739, Bordeaux 1745, Montpellier 1753, Toulouse 1762. Médecine thermale. Elle est connue par les concilia en latin, puis les consultations en français, rédigées du XIIIe siècle au début du XIXe siècle. Ce sont des recueils manuscrits ou imprimés rédigés par les médecins thermaux au cours de leur pratique. Les médecins français se situent principalement dans le sud de la France, centrés sur Montpellier. Ce thermalisme ne concerne qu'une faible minorité de malades aisés, et d'états pathologiques peu sévères ou séquelaires. Les doctrines ne se réfèrent pas aux autorités antiques ou médiévales, elles s'appuient d'abord sur les habitudes empiriques d'usage et l'expérience personnelle du médecin. Le discours médical s'adapte selon les courants du moment, au galénisme avec les eaux rafraîchissantes et humectantes, contre les excès de chaleur et de sécheresse, puis au mécanisme avec les eaux délayantes et fluidifiantes, contre les viscosités et obstructions, et enfin au vitalisme avec les eaux tonifiantes, contre les affaiblissements. Il s'agirait d'un discours subjectif et imaginaire à rapprocher d'un contexte poétique étudié par Bachelard dans L'eau et les rêves. Le développement du thermalisme médical en France est le fait des médecins du roi. La charge très lucrative de surintendant général des bains, créée en 1605, revient automatiquement au premier médecin du roi en 1709. Selon J. Coste, le thermalisme médical est une voie d'ascension sociale vers la noblesse, rêve de nombreux médecins sous l'Ancien Régime. L'administration thermale est ainsi un lieu de connivence, de liens d'intérêts et de stratégie familiale, dont un exemple réussi est Théophile de Bordeaux. En Allemagne et en Suisse. Les stations les plus renommées se trouvent dans la principauté de Liège avec Spa pour ses eaux froides, dans le duché de Nassau, avec Schwalbach pour ses eaux minérales, Wiesbaden pour ses eaux chaudes, Schlangenbad pour ses eaux tièdes, dans la ville libre d'Aix-la-Chapelle pour ses sources très chaudes. En Suisse, ce sont les stations d'Argovie, avec Schintznach et Baden pour leurs eaux soufrées. Ces stations ont des bains publics à ciel ouvert, des bains privés couverts, des étuves et bains de vapeur. Les eaux se boivent à la fontaine des Laubes. Les soins allemands et suisses se caractérisent par une grande utilisation des ventouses. La plupart des maladies chroniques et séquelles de blessures sont traitées à l'exception des maladies de poitrine. Une littérature allemande sur les bains, amusement des eaux, se développe durant le XVIIIe siècle. Elle est rédigée en français, langue internationale de l'époque. Il s'agit d'abord de guides conseils, puis de guides touristiques, récits de voyage, manuels de savoir-vivre, mêlant anecdotes galantes entre curistes et controverses savantes sur les eaux. Le thermalisme germanique est un tourisme thermal pour les élites européennes, nobles et bourgeoises, basé sur la réputation des eaux, la qualité des soins et l'agrément du séjour. Les divertissements sont nombreux, promenades, pique-niques, excursions, salles de jeux, billard, jeux d'argent, pharaon, loterie, bals, concerts et spectacles. La vie mondaine thermale réunit les deux sexes de façon plus intime, chacun pouvant parler plus facilement du corps et de la santé de l'autre. Selon un texte de l'époque, il semble qu'à Aix-la-Chapelle, être malade ou galant soit une même chose. Ce thermalisme de plaisir pour personnes fortunées fait vivre de nombreux métiers, avec des effets bénéfiques sur l'économie régionale. Il attire aussi escrocs et aventuriers. Selon Ebelma, ce thermalisme représente les prémices d'une industrie des loisirs, d'un commerce de luxe, et aussi celui des contrefaçons, souvenirs et colifichets. En Angleterre, la station la plus renommée est Bath, puis viennent Tunbridge Wells, Buxton, Scarborough et Cheltenham. Comme en Allemagne, ces stations offrent des loisirs et distractions aux aristocrates et grands bourgeois, générant une activité commerciale. Ces stations appartiennent à des personnes ou à des corporations privées, en dehors de la tutelle de la couronne ou de l'Église. Des entrepreneurs locaux exploitent librement le goût croissant de la bourgeoisie anglaise pour le luxe et la consommation, désireuse d'acheter en un même temps et en un même lieu la santé et des loisirs. Des eaux sont mises en bouteilles, celles riches en fer sont utilisées comme purgatifs, celles de Bath pour soigner la stérilité. Des médecins font brevetter des eaux comme médicaments, à l'instar de Niemeyer Grou, pour les sels des eaux d'Epsom, riches en sulfate de magnésium. Ce qui donne lieu à une littérature médicale tenant à la fois de l'étude scientifique et du prospectus commercial. Le thermalisme connaîtra un engouement exceptionnel au XIXe siècle, porté par la vague du romantisme. Pour des raisons de facilité d'accès, les stations se développeront d'abord à proximité immédiate ou à l'intérieur des grandes villes. Très rapidement, l'extension rapide des liaisons ferroviaires rendra accessibles ces stations isolées pour les Parisiens et les étrangers.
La croissance de la fréquentation s'emballera, et l'on passera de 22 000 curistes en 1822, à 120 000 en 1855. En Savoie, à Aix-les-Bains, des personnalités du monde politique, des arts mais aussi des écrivains vinrent dans la commune pour profiter des sources chaudes qui firent de la ville une station thermale des plus réputées au monde. Aux confins de la Lorraine, une demi-douzaine de stations se développent comme Plombières-les-Bains, la ville aux 1000 balcons, Vittel, Contrexéville, Bourbonne-les-Bains, Bains-les-Bains, etc. Dans la chaîne pyrénéenne, pas moins de 31 stations thermales se développeront, portées par le goût impérial pour les villes d'eau. L'Auvergne n'échappe pas à ce mouvement, le Mont d'Or, Royat, la Bourboule, Saint-Nectaire, et surtout Vichy, qui devient l'archétype de la ville thermale par excellence. Au début du XIXe siècle, les eaux thermales se définissent par leur température, eau de source de plus de 20 degrés, mais cette norme évolue et toute eau minérale naturelle à visée curative sera dite thermale. La station n'a pas de définition médicale, le terme vient du langage commun désignant un arrêt ou une pause des voitures publiques puis des trains. La loi du 13 avril 1910 définit une station thermale comme une commune, fraction ou groupement de communes qui possèdent des sources minérales ou un établissement les exploitant. Cette définition tautologique entérine le fait accompli d'un usage déjà consacré. En 1912, le nombre de ces stations est estimé à près de 110 en France. Après la Révolution, l'Académie nationale de médecine hérite des prérogatives de l'Académie royale de médecine, dont la surveillance des eaux minérales. Toutefois son rôle se borne à recommander que les cures thermales soient contrôlées par des médecins. De fait, ce sont les médecins thermaux qui assurent la promotion des stations thermales. Le XIXe siècle voit apparaître un courant médical sceptique ou critique envers le thermalisme auquel on reproche les liens d'intérêt des médecins thermaux, l'absence de base scientifique reconnue, les indications thérapeutiques imprécises, les résultats peu clairs. Par exemple, la composition des eaux et leur classification reste incertaine. La première a été celle selon la température, puis celle de l'iatrochimie et de la protochimie, chimie d'avant Lavoisier. On peut les classer selon leur élément chimique dominant, ou un élément minoritaire mais essentiel, cuivre, arsenic, fer, ou oligo-éléments, ou encore selon leur usage thérapeutique. Le lien entre la composition chimique et l'effet thérapeutique reste approximatif. La découverte de la radioactivité relance durant un temps l'étude des eaux minérales dites indéterminées, sans composition significative, mais d'usage consacré. Pour répondre à ces critiques, la médecine thermale évolue et se rationalise. Les stations thermales étaient universelles traitant de nombreuses affections en listes interminables. Progressivement elles se spécialisent, en fonction d'indications thérapeutiques plus précises, une ou deux indications principales, et un petit nombre d'indications secondaires. Par exemple, Vichy pour les maladies métaboliques et digestives, accessoirement anémiques et rénales. D'autres stations traitent les affections ostéo-articulaires, respiratoires, dermatologiques. Les stations peuvent se distinguer et gagner leur identité, le territoire national couvrant l'ensemble des pathologies. Cette spécialisation des stations est propre à la France, elle n'existe pas dans les autres pays. Le thermalisme entraîne ainsi des débats aux enjeux multiples, scientifiques, institutionnels, économiques et politiques. La crénothérapie fait son entrée universitaire à partir des années 1890 par des cours à Toulouse et Bordeaux, où les premières chaires d'hydrologie médicale sont créées dans ces deux villes en 1922. En 1939, 9 facultés de médecine ont une chaire d'hydrologie, en Su, Paris, Lyon, Lille, Nancy, Montpellier, Strasbourg et Alger. Selon le décret-loi impérial du 28 janvier 1860 réglementant les établissements thermaux, l'usage des eaux ne dépend pas d'une prescription médicale, et rien n'oblige un curiste à consulter un médecin sur place. L'avis médical n'est que recommandé, le but recherché étant la prospérité de la station. Les cures sont ainsi librement effectuées, masseurs, personnel des bains et personnel hôtelier, moyennant pourboire, jouent le rôle de guide-conseil dans leur déroulement. Les médecins thermaux sont partagés entre la nécessité de laisser toute liberté aux curistes pour les attirer, curistes, touristes, et le désir d'un pouvoir accru sur les curistes patients, voire d'un pouvoir politique local au sein de la commune. Le médecin des eaux part avec ses malades dès les premiers jours du mois de juin, il est chargé de procurer des eaux à ses malades, et des malades à ses eaux. Le gouvernement qui en octroie le brevet de médecin des eaux donne rarement les connaissances requises pour en faire usage, mais trouver un homme qui soit à la fois physicien, botaniste, géologue, chimiste et voyageur, n'est pas chose facile, on prend un homme politique, et tout est dit.
Le débat politique porte sur la stratégie, fonder la cure sur l'usage exclusif de l'eau, thermalisme médical, ou aussi sur tout ce qui est autour, thermalisme touristique ou d'agrément. Ce débat reflète une opposition entre modèle français, centralisé et médicalisé, et le modèle allemand, décentralisé et d'agrément. Le modèle allemand apparaît d'abord exemplaire pour son organisation remarquable des loisirs. Après la défaite de 1871, une réaction patriotique met en avant la supériorité du thermalisme français par ses eaux de qualité supérieure, et ses stations plus spécialisées et plus vertueuses. Mais les stations françaises doivent se moderniser pour devenir plus attractives. Le temps n'est plus où les sites thermaux recevaient des dons lors de visites royales ou princières. Les impératifs économiques conduisent à se rapprocher du modèle allemand par l'instauration de taxes sur le jeu et sur le séjour. La situation légale du jeu est d'abord confuse, interdit en 1781, autorisé dans les stations thermales en 1806, autorisation abrogée en 1836. Dans la réalité, il existe 150 établissements de jeux au début du XXe siècle en situation de tolérance illégale. Différentes lois, en 1907, réaffirment le privilège des villes saisonnières, balnéaires et thermales, en matière de jeux et de taxes sur le jeu. En 1910, une loi permet aux stations de prélever une taxe de séjour. Cette possibilité n'est d'abord guère appliquée par les communes, par crainte d'éloigner la clientèle. En 1919, la taxe de séjour devient obligatoire et une taxe supplémentaire est instaurée, destinée à financer l'Office national du tourisme, fondé en 1910, et l'Institut d'hydrologie et de climatologie de Paris, fondé en 1913. En 1939, sur plus d'une centaine de stations thermales recensées en France, 75 sont classées officiellement, de par la loi, comme stations hydrominérales. Le développement du thermalisme français, au début du XXe siècle, apparaît comme une volonté de surpasser l'Allemagne, et l'un des moyens pour la France d'apparaître comme une grande nation touristique. C'est en 1950 que les soins thermaux sont pris en charge par la sécurité sociale. Cet organisme prend en considération chaque station thermale et contrôle l'eau, pour qu'il n'y ait aucune bactérie. Ce processus est tellement respecté qu'au moindre élément pathogène présent dans l'eau, il y a fermeture du centre. Même les hôpitaux n'ont pas un code d'hygiène aussi poussé. Chaque établissement de soins doit être agréé dans le traitement d'une ou plusieurs orientations thérapeutiques et tous doivent être conventionnés par la sécurité sociale. En 2016, il existe en France 109 établissements implantés sur 89 sites spécialisés dans au moins une orientation thérapeutique, la rhumatologie est la plus courante. Dax compte le plus grand nombre d'établissements. Plus de 500 000 patients effectuent une cure chaque année en France.